toutes. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un sujet d'actualité crucial. Comment protéger votre organisation contre les menaces cybercriminelles basées sur l'IA? Comme vous le savez tous, avec l'évolution rapide des technologies et d'intelligence artificielle, les cybercriminels adoptent également des méthodes de plus en plus sophistiquées pour contourner nos défenses. L'IA est devenue à la fois une formidable opportunité pour les entreprises, mais aussi un outil puissant entre les mains des cyberattaquants. L'utilisation de l'IA générative comme ChatGPT a explosé dans de nombreux secteurs, mais cela apporte également de nouveaux défis en cybersécurité. Ces outils, bien qu'incroyablement utiles, peuvent exploiter pour créer des attaques plus ciblées et sophistiquées. Aujourd'hui, nous allons explorer les stratégies qui permettent de contrer ces menaces émergentes. Nous verrons comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour renforcer votre sécurité, détecter les attaques à un stade précoce et comment anticiper les futures tactiques des cybercriminels. Et je vous invite à rester attentif pour mieux comprendre comment protéger vos systèmes, vos données et l'ensemble de votre organisation. Donc, je pense que Thomas, tu peux montrer le premier graphe que nous avons. Pardon. Pour faire un rapide tour de table, Wade Pendaoud, Checkpoint, avant-vente, secteur public sur les gros comptes. Et Thomas, je te laisse te présenter. Thomas Gobet, je suis Solution Architect chez Radware pour Europe, Middle East, Africa et également l'Amérique latine, avec un focus spécifique sur la protection des applications qui inclut, comme on pourra le voir, ce qui va de WAF jusqu'au management de bots, protection des API et tout ça géré et optimisé via l'IA, le sujet du jour. Au niveau des quelques slides donc, d'introduction, vous la verrez dans la recording, le rappel sur ce que Wade a introduit au niveau du contenu, donc sur l'évolution de l'IA et de ses risques. Également un rappel sur l'évolution à mener par Checkpoint et l'évolution des solutions qui se basent justement sur l'IA pour mieux protéger les environnements et donc mieux se prémunir de la mauvaise utilisation de l'IA. Ce qui également nous amène à un point commun avec ce partenariat que l'on a entre Radware et Checkpoint. Non pas uniquement partenariat, mais finalement vision unifiée, vision commune sur cette gestion de l'IA, où l'IA, pour nous, et de notre analyse côté Radware, elle est primordiale. Pourquoi? Puisqu'on voit une évolution dont on est au courant forcément sur un peu le territoire du risque et des attaques, une évolution croissante en termes des doses. Entre 2022 et 2023, il y a eu une augmentation de 120%. C'est beaucoup, mais finalement, c'est plus tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est plus là où on voit la majorité des attaques arriver. Certes, il y a encore beaucoup d'attaques, mais l'évolution, elle se base beaucoup plus maintenant sur du niveau 7, beaucoup plus avancé, avec des vecteurs et des attaques qui évoluent, et comme on peut le voir, des attaques basant et ciblant les applications web qui ont, elles, véritablement explosé entre 2021 et 2023, plus 770%. C'est quelque chose qu'on n'espère jamais voir, si ce n'est, j'ai envie de dire, quand on est déjà au courant et qu'on a déjà adapté les protections. De s'adapter au niveau des protections veut également dire que ça complexifie l'environnement et donc ça nous amène à un petit peu en général un choix. Je veux pouvoir me protéger. J'ai pas forcément les équipes pour le faire et je ne sais plus comment réussir à anticiper les nouveaux risques. Aujourd'hui, les risques sont tels, et on le voit, imaginons un investissement effectué en 2021, s'il n'avait pas été fait et anticipé au niveau du budget avec cette augmentation sur les risques au niveau application web, forcément, il y a un changement drastique sur l'investissement, sur l'évolution et donc sur les équipes. Et c'est tout ça qui nous amène forcément à nous dire, il y a
un mouvement au niveau des attaques, on doit suivre ce mouvement en tant que sécurité, en tant que responsable au niveau des environnements. Tout ça, non plus sur du réseau, donc plus porté sur, par exemple, protection au niveau ISP, mais bel et bien sur les équipements on-premise, à commencer par les solutions en entrée de réseau, mais également tout ce qui va cibler les endpoints et donc les serveurs. Que ce soit poste client ou serveur, finalement, on peut tous être cible d'une attaque. Pourquoi ce shift? Tout simplement car les attaquants, ils sont aussi intelligents, malheureusement, j'ai envie de dire, que nous, qui cherchons à les contrer, à savoir qu'ils se sont rendus compte d'une chose, ce qui faisait mal à l'époque, puisque leur but en général est d'être visible, c'est à l'époque de faire du DDoS. Aujourd'hui, le DDoS, volumétrique, réseau, beaucoup d'environnements sont protégés et sont donc, entre guillemets, tranquilles à ce niveau-là. Par contre, dès l'instant où on monte au niveau du modèle OSI, là, l'impact est beaucoup plus facile à effectuer, puisqu'il y a automatiquement beaucoup plus de ressources qui sont nécessaires. Donc, ce qu'ils font, ils nous adaptent leur environnement, leurs attaques, et ils évoluent en termes d'impact, en termes de visibilité, mais forcément de complexité également. Ils ciblent également, et ça on l'a vu en France, mais pas que en France, ils ciblent ce qu'il y a de plus visible. Plutôt que de saturer tout un réseau et donc après de pouvoir faire de la redondance et pourquoi pas même du black calling, mais ils vont chercher à cibler ce qui fait le plus mal. Et le plus mal aujourd'hui, ça va soit être un site web le plus visible qui ne soit tout simplement le DNS. Si j'arrive à saturer le serveur DNS, automatiquement il n'y a plus de réponse DNS, donc le site n'est plus visible. Et ainsi, pour eux, ça réduit le coût généré pour lancer ces attaques. Le moins de cibles j'ai, le moins de coûts ça me génère forcément pour les faire tomber. Le but, on la verra au fur et à mesure, surtout avec l'arrivée de l'IA de leur côté, n'est plus forcément de faire tomber pendant des heures un environnement. Ce qui leur suffit, et ce sur quoi ils se basent, c'est la visibilité. La visibilité via les réseaux sociaux. Ainsi, un site qui est tombé, ils utilisent tout simplement les sites de monitoring. S'ils arrivent à montrer via un screenshot que oui, via ce site de monitoring, le site web, l'entreprise en question est bien tombée, eux, ça leur suffit. C'est tombé pendant 2 minutes, personne ne l'a vu ou presque, c'est pas grave. Eux, niveau visibilité, ça leur suffit. Et c'est vraiment sur ça qu'ils se basent. Et donc, ils se basent sur le cloud, que ce soit visibilité, mais également ressources. Les ressources sont limitées, elles coûtent, elles ont un impact, et qui plus est, on pourrait se dire, bah, si j'attaque d'un endroit spécifique, aujourd'hui, j'ai envie de dire l'arrivée de la fibre un petit peu partout, bah, c'est bien, on a des bandes passantes énormes, des capacités énormes, et finalement, c'est un point unique de sortie. Avec ces évolutions, le cloud n'a plus aucune limite, que ce soit pour nous qui souhaitons, j'ai envie de dire, apporter un côté dynamique aux ressources, mais également pour les attaquants, puisque eux n'ont plus aucune limite sur les IP et les moyens d'entrer dans les réseaux. Et tout ça, le cloud, évidemment, nous amène au computing et aux ressources et tout ce qui va être LLM, l'environnement, comme on voyait sur l'évolution qui est plutôt même exponentielle sur l'utilisation de ChatGPT et équivalent. Et il y a forcément des risques, puisque toute évolution, toute nouvelle fonctionnalité, tant qu'il n'y a pas la bonne sécurité appliquée, il y a des moyens de contourner. Ainsi, on a pu effectuer, alors Radware, mais pas que Radware, une analyse des tests et ça a été prouvé que ChatGPT, par exemple, alors, nous aide potentiellement sur beaucoup de choses. Oui, je veux planifier un voyage. Il peut me dire comment organiser mon voyage. Pour autant, ChatGPT, aujourd'hui, permet de faire du scan de vulnérabilité et nous dire, oui, tel serveur est vulnérable à telle et telle vulnérabilité. En tout cas, potentiellement, la vulnérabilité est présente. Et en fait, c'est très
très surprenant puisque cette optimisation de l'IA peut nous amener à dire voici comment exploiter la vulnérabilité. Ainsi, il n'y a même plus besoin d'être véritablement, j'ai envie de dire, avancé point de vue hacking. L'IA peut nous permettre d'y arriver. Et c'est véritablement tous ces points-là qui nous disent il n'y a plus besoin d'avoir de nombreuses attaques qui étaient réellement, point de vue saturation. Et c'est là où, on va dire, de ça, peut-être 4 5 ans, on passait notre temps à gérer beaucoup d'attaques, mais qui étaient très simples à bloquer. Typiquement, juste une ACL qui bloque certains environnements, ça suffisait. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'attaques. Par contre, elles sont beaucoup plus sophistiquées. Et c'est là où le mouvement doit être suivi. Et le challenge n'est pas de suivre un mouvement, mais côté sécurité, bel et bien de l'anticiper. Comment s'assurer que finalement, on est au devant de la vague et qu'on n'est pas en train de surfer? Parce que si on surfe sur la vague, ça veut tout simplement dire on est au risque de se prendre la vague dessus et on est déjà débordé par la vague. En tout cas, si on a des belles vagues pour le surf. Donc là, le but, c'est véritablement de tout conserver, de tout anticiper et d'utiliser l'IA pour se prémunir de ce même risque. Un point très rapide sur ce qui amène finalement cette IA à être utilisée pour des raisons malsaines du point de vue société, j'ai envie de dire. C'est tout simplement, ça a émergé avec la guerre en Ukraine, Ukraine-Russie, où on a vu l'armée ukrainienne sur les réseaux sociaux euh, tout simplement communiquer sur ce qui était effectué, appeler à des renforts sur des personnes qui voudraient les soutenir. Or, l'armée ukrainienne, ou en tout cas des réseaux qui soutenaient l'armée ukrainienne sur l'invasion. Et de ça est arrivé tout un tas de documentation sur, comme on peut le voir dans les différents screenshots, comment déployer une infrastructure. J'ai envie de soutenir l'armée ukrainienne, ou en tout cas les sympathisants. Comment je peux faire? Ils documentent, voici quelle machine nous déployer dans des environnements cloud. Je vais prendre à ma charge et je vais la mettre à disposition de ces réseaux. Ainsi, ils pourront avoir des ressources gratuites pour mener leurs attaques. Si maintenant j'ai même un peu plus de temps, ils ont ouvert des académies pour apprendre à faire, entre guillemets, à exécuter les commandes qu'ils nous envoient. Ils nous disent, voilà, à tel moment, je vous demanderai de générer telles attaques, et ça va même au-delà. Ils effectuent un classement par rapport aux pseudos qui effectuent des attaques, au nombre de sites éventuellement qui tombent, et de ça est née une compétition. Et le plus impactant, j'ai envie de dire, le plus visible, va remporter des récompenses de leur part. Donc il y a tout un écosystème qui s'est fait, non pas uniquement pour faire mal ou pour se défendre, mais pour générer une intelligence humaine. Et pourquoi on se dit intelligence artificielle, alors que là on parle bien d'humains qui sont organisés en tant qu'équipe? Tout simplement parce que ces outils que l'on voit dans ce petit screenshot tout en bas, ils sont basés, eux, sur l'IA. Et on va pouvoir voir ensemble que ces outils qui sont limités, ici on n'en voit que trois, trois noms, j'ai envie de Excuse-moi, dire. Thomas, Oui, je ne oui, sais pas oui. si tu partages ta présentation. Oui, vous ne voyez pas la présentation. Je la vois bien. Ok. D'accord, on se prend vraiment. Ouais, c'est bon. Donc ces trois outils sont donc limités en termes de nombre, pour autant en termes d'impact, on va le voir, et de simplicité d'utilisation, ils sont à l'opposé de ce qui était le cas auparavant. Auparavant, j'avais besoin de 20, 25, 30 outils pour réussir à mener toutes les attaques que je souhaitais en tant que hacker. Maintenant, en tant que défenseur, c'est forcément plus compliqué. Le hacker aujourd'hui, il a besoin que d'un outil pour tout faire. Ce qui nous amène forcément à dire que l'IA étant présente dans les outils, le risque évolue. Le risque évolue, pourquoi? Parce que l'IA, elle évolue beaucoup plus vite que la conscience et la connaissance humaine. C'est un fait, la machine ira toujours plus vite que l'homme.
tout cas, je pense, et l'homme développant la machine, il y a moyen on se limite nous-mêmes à ce que la machine conserve toujours un avantage. Ce qui n'est pas plus mal, puisqu'en termes de réaction et disponibilité, la machine, elle est forcément plus disponible que l'homme, et elle n'a pas la contrainte de devoir ne serait-ce que dormir, peu pour certains, beaucoup plus pour d'autres. Quoi qu'il en soit, la machine, elle n'en a pas besoin. Donc c'est véritablement là où on voit que les hackers évoluent. Ils évoluent sur l'utilisation de robots. Légitime, malicieux, c'est toujours là la limite à définir. Et que de ce fait, les applications, les protections standards ne peuvent plus suffire. Et elles ne peuvent plus suffire pourquoi? Parce que dans le principe de base d'un service, le client ne doit jamais subir de limitations, ne doit jamais subir la protection. Je prends l'exemple type, quand on parle de comportement robot d'un CAPTCHA, ça fonctionnait il y a de ça quelques temps, et encore. Aujourd'hui, le CAPTCHA impacte plus le client de vos différentes applications que finalement vous protéger et vous prémunir des attaques qui sont derrière. Pourquoi il y a des CAPTCHA farms? Donc, il me suffit d'installer un plugin sur mon navigateur. Ça me coûtera 2 cents à peu près le CAPTCHA, et le CAPTCHA sera résolu par quelqu'un en Inde, en Chine en général, qui va l'effectuer pour moi. Donc moi, j'ai juste à attendre quelques secondes maximum, et le CAPTCHA est automatiquement résolu via le plugin. Autrement dit, le CAPTCHA, si j'ai ce plugin, je le passe, et je suis malicieux, mais pour autant, il ne m'impacte pas. Si je suis légitime, le CAPTCHA, je vais devoir moi-même l'effectuer. Et donc, il m'impacte puisque ça me rajoute du temps, ça me rajoute une complexité. Et si jamais j'ai des problèmes de vision ou des problèmes de lecture, potentiellement, je ne saurais pas y répondre. Donc, on voit qu'il y a un véritable risque si ces protections n'évoluent pas en adéquation, j'ai envie de dire, avec l'environnement. Tout ça nous amenant sur un petit exemple d'outils, MHDOS. Peut-être en avez-vous entendu parler. Si ce n'est pas le cas, cet outil, sachez qu'il est disponible. Alors sachez, c'est pas pour vous inciter forcément à aller l'utiliser, loin de là. Mais ce qui est affligeant finalement, c'est que ces outils de hacking sont disponibles aujourd'hui sur GitHub. Typiquement, un outil GitHub qui est utilisé pour des besoins propres et légitimes. Là, c'est un outil d'attaque, donc on voit une gestion au niveau développement, une gestion au niveau version, mais également sur la documentation. Et cet outil étant complètement documenté, va vous permettre, par exemple, sur un seul outil, d'avoir 4 vecteurs au niveau des DOS. Juste déjà 4 vecteurs sans avoir à connaître la commande qu'il y a derrière, il l'effectuera pour vous. Si on avance un petit peu plus dans les types d'attaques, vous allez voir également des vecteurs de robots. Je vais pouvoir bypasser des CAPTCHA, par exemple ici, comme on peut voir. Je vais pouvoir agir comme un robot Google. Pourquoi? Aujourd'hui, qui veut bloquer des robots de browsing venant de Google? Le référencement Google, on en a besoin. De ce fait, on essaie d'autoriser Google. Donc, si j'arrive à agir comme Google, je sais que sur le site, je serai autorisé, point de vue robot. Pour aller encore plus loin, on va trouver des exploitations potentielles de vulnérabilité au niveau web. Et tout ça nous permet véritablement sur un seul et même outil d'avoir différentes commandes à effectuer, et pour terminer, même des bypass. On voit du bypass sur du Google Project, on voit du bypass sur Cloudflare. Tous ces outils, finalement, sur une seule commande, je peux effectuer tout un choix, je trouve encore aujourd'hui démesuré, de type d'attaque. Pourquoi est-ce important à savoir, en tout cas à connaître plus que savoir? Ça nous amène à nous dire que, point de vue hacker, l'attaquant, il a un seul outil et il peut, comme on le voit, aller du réseau jusqu'au serveur web, voire même jusqu'à la base de données. Donc un seul outil pour tout. Et qu'aujourd'hui, dans l'environnement, on a un seul outil qui peut tout couvrir, point de vue sécurité. Non. Donc en fait, c'est ça qui amène le hacker à avoir forcément un temps d'avance sur nous, c'est que le hacker, il a un seul outil, ou en tout cas très peu d'outils à maintenir.
une connaissance limitée, là où nous, on va avoir besoin de plusieurs solutions. Et s'il n'y a pas d'optimisation sur la configuration et l'intelligence artificielle, ben, il y a forcément besoin de plusieurs experts sur chaque environnement pour mener à bien la protection. Cet outil, MHIDOS, nous a amené à un nouveau type, une nouvelle utilisation, plus que nouveau type, une nouvelle utilisation d'attaque. Un nouveau thème, on va dire, sur l'attaque. L'attaque des DOS, elle est connue, il y a rien de nouveau. Là où ça a été une évolution assez flagrante, ça a été tout simplement l'utilisation de cet outil pour générer beaucoup de trafic, non pas point de vue réseau, mais bien du trafic HTTPS, donc chiffré, ce qui veut dire que toute solution au milieu ne peut pas voir la requête en tant que telle, tout est chiffré, et tout apparaît comme légitime. Il n'y a pas de requête visant une base de données, visant une page listant des mots de passe ou autre. Toutes les requêtes sont légitimes. Par contre, le comportement, lui, est malicieux, puisqu'il effectue énormément de requêtes par seconde, et ces requêtes-là sont toutes ou presque uniques, c'est-à-dire qu'il va générer de manière aléatoire les entêtes, les IP, puisqu'il va utiliser toute une liste de proxys, tout ça nous amenant à une requête unique et impossible à bloquer sur un seul et même filtre. De ce fait, un WAF standard en tant que hardware, pourtant nous avons un WAF, nous savons qu'un WAF ne peut pas suffire uniquement. Une solution réseau des DOS ne peut pas suffire. Malheureusement, même si j'aimerais dire autrement, mais un firewall, un IPS ne peut pas suffire, quel qu'il soit. Donc, de ce fait, même un rate limiting ne pourrait pas suffire. Pourquoi le rate limiting ne peut pas nous assurer on n'a aucun faux positif, voire même aucun faux négatif, l'attaque pouvant être en dessous. De ce fait, on va devoir apporter une protection qui nous apporte non pas uniquement du rate limiting, non pas uniquement un WAF, mais un comportement varié, à savoir une analyse basée sur du rate-based et du rate invariant. Autrement dit, j'ai un seuil qui va être par exemple la requête par seconde, mais je vais surtout avoir un comportement au niveau de l'application. Et ce comportement, il va être dynamique et unique pour chaque application. Le type d'entête utilisée, le nombre d'entêtes, le nombre de cookies, la taille de chaque cookie. Tout ça va se faire sur un apprentissage. L'apprentissage, 24-48 heures suffisent sur un trafic de production. Ainsi, on peut s'assurer de comprendre ce qui est attendu sur l'environnement et donc toute déviation nous permettra de protéger et de détecter ce qui nous arrive. Détecter, ça veut dire pour nous bloquer. Il n'y a pas de détection uniquement. Le but n'est pas juste de dire oui, nous voyons quelque chose, à vous d'agir dessus. Là, l'idée est bien d'agir en maximum. Aujourd'hui, 20 secondes, fin du trimestre, 10 secondes sur cette détection d'attaque. Dans le screenshot ici, vous voyez 40 000 requêtes. On la verra dans deux slides, deux ou trois slides. La plus grosse campagne que l'on ait été amené aujourd'hui à bloquer pour un client en Europe, une banque, qui peut faire peur, puisque finalement, en tout cas, de mon point de vue, ça m'a fait peur, même quand j'ai pu voir, il y a de ça 1 an et demi, Microsoft. Vous vous souvenez peut-être tous les sites Microsoft qui étaient tombés pendant un moment. Tout simplement, c'était une attaque de ce type-là qui avait ciblé Microsoft. Microsoft eux-mêmes disaient la solution des DOS, réseau et les WAF ne suffisent pas. Il va falloir qu'on s'adapte dans leur communiqué. Et de ce fait, ça montre bien que même un environnement Microsoft, avec leur cloud et la capacité qu'ils ont d'absorption, n'a pas pu absorber ces types de requêtes. Ces types de requêtes, comme on le dit, sont uniquement volumétriques sur le point RPS, requêtes par seconde. Côté réseau, ça va représenter quelques centaines de mégas tout au plus. Et finalement, une solution DDoS, qui plus est en plus est chiffrée, n'aura pas la visibilité. Donc véritablement, le seul moyen pour combattre l'IA,
c'est d'avoir l'IA qui nous apporte cette optimisation. J'ai envie de dire, on se retrouve un petit peu dans les films où iRobot ou ce genre de choses. Oui, il y a bien un robot qui est bon, un robot qui est mauvais. Euh, L'avantage qu'on a encore aujourd'hui, c'est que les robots qui sont mauvais sont contrôlés par des humains. Là où côté protection, on cherche à effectuer des robots qui apprennent d'eux-mêmes pour optimiser justement et non pas réduire à néant l'intérêt de l'humain, mais pallier à certaines limites que l'on a sur le marché et le temps qui est crucial, puisque forcément, le plus de temps on aura besoin au niveau protection, le moins de temps on passera sur l'analyse. Donc véritablement, point de vue protection, aujourd'hui on doit s'assurer, pour se prémunir de tous ces risques, d'avoir tout l'environnement donc protégé via les firewalls, les IPS et consorts, toute la partie endpoint pour les clients, mais ça va forcément au-delà. Pour mener et s'assurer que les serveurs soient protégés, il va nous falloir du WAF, la protection des API, et par protection, il nous faut également s'assurer qu'on n'ignore pas certaines API qui pourraient être utilisées. On y reviendra. Détecter et se prémunir des comportements robots malicieux. Les mauvais robots, on veut les bloquer. Par contre, les robots légitimes, on veut bien les autoriser. Et également avec l'évolution des réglementations, tout ce qui va être PCI DSS, la nouvelle version, la 4, nous amène impérativement, dès l'instant où il y a une transaction bancaire ou de la gestion bancaire, à avoir non plus uniquement une protection serveur, mais également mener et déporter cette protection côté client pour s'assurer des communications qui vont être effectuées. Donc se dire ma protection sur mon application, elle suffit. Non, il va falloir également s'assurer que le client, quand il transite sur votre application, il n'effectue pas de requête vers d'autres domaines que celui qui est propre à votre application, typiquement pour éviter des usurpations ou ce genre de choses sur les environnements. Et le web DDoS, comme on en parlait. Donc on comprend ici qu'on a tout un tas de solutions qui sont uniques, dont on va devoir choisir, entre guillemets, l'utilisation. Mais finalement, chaque environnement étant unique, si on ne cherche pas à optimiser le tout, ça complexifie, ici par au moins 5, l'administration. Donc réellement, la vision chez Radware, c'est d'apporter de base l'IA qui va nous permettre de faire de la corrélation, quel que soit l'environnement qui sera utilisé. Un besoin n'est pas sur la partie API, par exemple, et pas la partie WAF, mais uniquement bot, ça fonctionne. Il n'y a pas d'obligation d'aller sur tous les environnements. Maintenant, nous, pour optimiser le traitement et l'évolution de nos clients, on cherche bien à tout intégrer pour éviter toute la limitation sur l'administration. J'en parlais tout à l'heure de manière assez succincte. L'exemple de notre client aujourd'hui européen, pour lequel on a eu différentes campagnes, donc différentes vagues d'attaques. On voit dans le screenshot qui est sur la partie en haut à droite, une attaque qui a duré ici 10 heures. Il y a eu plusieurs vagues. Le tout a duré un peu plus de 20 heures. On va dire avec tout ce qui restait à la fin. Le plus gros était sur 20 heures en 3 vagues, avec un pic à quasiment 15 millions de requêtes par seconde. 15 millions de requêtes par seconde, je ne connais pas aujourd'hui de serveur qui soit capable d'absorber ce volume. Pourquoi? Prenons l'exemple d'un pays, 60 millions d'habitants. Finalement, par seconde, ça voudrait dire qu'un quart du pays vient et requête l'environnement. Un quart du pays, au même instant, à la même seconde, vient sur l'environnement. C'est véritablement pas quelque chose qu'on pourrait anticiper, et même si on l'anticipe, est-ce viable sur point de vue coût? Je ne suis pas certain, parce que ça n'arrivera pas tous les jours qu'un quart du pays se connecte au même instant. Même les impôts, avec le mandat, la déclaration et autres, il y a bien une période qui est assez longue. Même Amazon, avec les primes qui arrivent, ils n'auront jamais un quart d'un pays qui va se connecter à la même seconde
au même instant. Et si jamais ça arrivait, ce qui a été ici notre cas, on a été capable, via une signature temps réel, de bloquer l'attaque. Donc c'était 15 millions de requêtes malicieuses avec une signature qui contenait 27 paramètres. Vous avez un petit aperçu de cette signature. Et tout ça en temps réel. Comme je le disais, maximum 20 secondes pour mitiguer, pour bloquer l'attaque. Ce qui veut dire que la signature, elle est bien générée en amont et elle évolue au fur et à mesure de l'attaque si besoin. Elle ne contient pas spécifiquement de valeur fixe, puisque, comme on disait, les IP, la valeur des headers, etc., tout est aléatoire. De ce fait, on ne peut pas dire un seul événement avec cette valeur sera bloqué. Non, il faut bien quelque chose avec des opérations booléennes nous disant et ou pour mener à bien et s'assurer qu'il n'y a pas de faux positifs. La bonne nouvelle, on a réussi à protéger l'environnement et le client était content. Derrière, il n'a plus vu, une fois la protection mise en place, au début, il n'était pas chez Radware, il n'était plus mécontent. En tout cas, il a compris ce qui se passait sur l'environnement, puisque là, le premier des points qui tomberait sur ce type d'attaque est en général n'importe quel reverse proxy qui va effectuer une terminaison SSL. 15 millions de connexions par seconde en gérant la partie SSL ou TLS, forcément, il y a un réel combat et un réel problème à gérer. Donc tout ça ne peut se faire qu'en utilisant l'IA. Imaginez-vous pendant 20 heures non-stop gérer une attaque qui va évoluer à raison de règles qui doivent être dynamiques et s'adapter au fur et à mesure. En soi, un humain seul ne pourrait pas. Il nous faudrait une armée d'humains pouvant analyser tous les logs, mais également s'assurer qu'en termes de logs, on regarde tout ce qui va être réseau et autres, puisque là, en parallèle, on peut vous assurer que s'il y a cette attaque qui est générée, il y a de fortes chances que d'autres attaques en parallèle soient menées pour essayer de noyer un petit peu le poisson. Comme on disait, beaucoup de requêtes par seconde, quelques centaines de mégas, oui, mais pour autant une attaque volumétrique des DOS, si elle représente 15 gigas, qu'est-ce qu'une centaine de mégas fait dans 15-20 gigas? Rien. Et aujourd'hui, on parle même de plusieurs téras pour les attaques. Donc véritablement, on voit qu'on a besoin d'avoir une optimisation sur la visibilité et l'adaptation au niveau configuration. Par rapport à cette optimisation, il nous faut impérativement pouvoir être proactif. Et donc, pour être proactif, il nous faut gérer les logs, les centraliser et nous apporter automatiquement l'adaptation et les recommandations sur l'évolution des politiques. C'est là où Radware, pour la partie WAF par exemple, un exemple très succinct, tout ce qui va être revu de politique, on le sait, gérer un WAF, c'est compliqué. La partie faux positif et évolution de politique, c'est compliqué. Rien de mieux que l'IA pour regarder tous les logs, regarder ce qui est autorisé et bloqué, et donc d'apporter l'optimisation au niveau de la politique de sécurité. Pareil, directement plutôt que de le faire automatiquement, on fournit à nos clients les recommandations libres à nos clients de les appliquer ou non. Derrière, dans quelques mois, nous apporterons cette intégration automatique optionnelle. Aujourd'hui, il n'y a aucune demande de l'avoir de manière automatique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir cette visibilité, ne serait-ce que pour mener et alerter les développeurs sur les évolutions qui sont menées côté sécurité. Avec l'évolution DevOps-SecOps, il y a de fortes chances que tout se fasse automatiquement et qu'on ait à évoluer vers ce monde-là. Pareil, au niveau des API, rien de mieux que de découvrir les API qui sont utilisées, donc via une discovery. Comme on dit toujours, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc si je ne sais pas que des API sont publiées, je ne peux pas les protéger. Donc il y a une découverte possible sur nos solutions, et une fois cette découverte effectuée, ou même l'import de schéma, on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle du, du business logic. Qu'est-ce qui va être légitime, normal, encore basé sur l'IA et l'apprentissage, sur l'environnement, ce qui va être en vert. Et tout ce qui serait en rouge correspondrait à un type d'attaque. Et de ce fait, on va pouvoir, via le type de comportement lié à l'IA, savoir si oui ou non c'est légitime, point de vue application.
non pas le comportement et le contenu malicieux, mais bel et bien le comportement point de vue API. Et il n'y a encore une fois que l'IA qui puisse nous permettre ça, puisque côté développement, en général, le développement va être effectué sur des fonctionnalités. On release l'API. Pour autant, on sait éventuellement de quoi elle a besoin avant, de quoi elle a besoin après, mais on n'a pas toute la chaîne. Il n'y a qu'une vue globale qui nous permettrait d'avoir et d'obtenir cette vue. Au niveau de la protection également des robots, encore une fois, pour rester dans les temps, vous l'aurez compris, le but n'est pas d'impacter l'utilisateur, donc il nous faut une protection basée sur l'IA, basée sur la connaissance partagée. C'est là où on va trouver tout ce qui va être Active Attacker Suite, savoir qu'une IP est activement malicieuse, et également amener toute une protection basée sur les nouveaux types d'attaques et de robots, et quelque chose de révolutionnaire aujourd'hui que l'on propose, qui est le captcha-less mitigation. On parlait tout à l'heure des limites du captcha. Là, l'idée est de fournir une protection impactant le robot malicieux. On va utiliser les ressources en lui envoyant un algorithme très avancé pour lui demandant une taille de nombre premier. Donc, il nous faut tant de chiffres dans ce nombre premier. Et voici les critères à respecter. Forcément, ça prend beaucoup de CPU et de mémoire. L'idée, s'il est suspect dans un premier temps, quelque chose de très léger, c'est pas visible. Même moi, légitime, je ne le verrai pas. Par contre, si c'est très avancé, la machine, elle se retrouve quasiment dans un freeze. Autrement dit, le robot, il est tellement impacté qu'il va arrêter cette application. Et comme il y a l'intelligence partagée entre les différents environnements, il requête une deuxième application sur le même environnement, il est bloqué. Ainsi, mais il va tout simplement changer de société pour aller trouver une autre information sur laquelle il n'y a pas ce genre de mécanisme. Le captcha-less, donc petit rappel, et donc juste la limitation, donc c'est exactement ce dont on parlait avec les limitations et l'évolution. Et l'idée est bien de les garder occupés pour limiter l'impact derrière et plutôt de répercuter l'impact qu'ils cherchaient chez vous, le répercuter chez eux. Le terme blockchain est plus lié à de la présentation. Je vous rassure, malheureusement pour notre CEO, mais on n'utilise pas de génération sur le CPU et RAM pour autant faire de la crypto-monnaie. Peut-être une prochaine évolution, qui sait, à utiliser l'IA à optimiser et finalement à obtenir un revenu lorsqu'on est attaqué. Les évolutions au niveau des prérequis des standards donc, évoluent. On l'a vu, on en a discuté avec PCI DSS, mais également le NIS 2 qui arrive. Donc tout ça nous amène forcément à avoir des solutions qui devront évoluer avec du reporting qui devrait être approfondi et donc non pas un impact à avoir, mais une anticipation à avoir avec justement comment obtenir les bons logs au bon moment et tout unifier. Et il n'y a que en intégrant dans un process toutes ces solutions qu'on pourra mener à bien cette campagne et s'assurer que si jamais il y a le moindre événement de la sécurité, on n'en a pas peur et surtout on ne passe pas des semaines à devoir faire un rapport. Dernier point, deux derniers points avant de pouvoir, je l'espère, récupérer vos différentes questions. N'ayant pas eu d'interruption côté Wahid ni Léa, j'imagine que pour l'instant, pas de question particulière. On en parlait, le partage de connaissances sur les différents environnements via l'IA, mais ça va au-delà finalement un environnement d'attaque, en tout cas qui est attaqué. On va bloquer chaque requête qui serait malicieuse. C'est bien. Pour autant, un hacker, dans son comportement, un robot malicieux, ce qu'il va effectuer, c'est tout un scan. Donc, dans un premier temps, il va être légitime. Il va essayer de récupérer toutes les pages possibles pour ensuite pouvoir les analyser et commencer à mener des attaques. L'idée ici est de faire du repérage et donc ensuite d'essayer des requêtes ciblant l'application web, ciblant la base de données, comportement robot, etc., etc., les API. Là, l'idée est plus de dire, tu as été malicieux sur des API, tu as été malicieux en faisant du brute force,
de la violation en accédant à des requêtes, à des pages qui ne sont pas censées être visibles, de ce fait, tu es bloqué où que ce soit sur l'environnement. Non pas uniquement parce que ta requête, elle est illégitime, je ne veux plus maintenant savoir le type de requête que tu envoies sur l'environnement, je le bloque puisque tu as été malicieux et je peux le bloquer entre 5, 2 heures, plusieurs jours en fonction de la criticité de l'environnement. Et véritablement, ça nous apporte une protection supérieure à dire, on a vu quelque chose d'illégitime, on apprend et finalement on le voit à ce niveau-là. Sur la route, on a un permis de conduire. Je dépasse les limites, je suis intercepté, les limites de vitesse, en tout cas, je conduis mal. Je perds des points. Une fois que j'en ai plus, je ne peux plus rouler. Mais ici, ça revient au même. Principe inverse, je ramasse des points au fur et à mesure que je suis malicieux. Et une fois que j'atteins un certain seuil, je suis bloqué où que ce soit, je ne peux plus accéder à l'environnement. Et dernier point, non pas des moindres, l'optimisation, comme on le disait, côté opérationnel, puisqu'il n'y a pas de bonne sécurité sans opérations optimisées. Et de ce fait, notre vision est d'optimiser toute la collection d'événements et surtout de pouvoir amener l'analyse automatique via l'IA et d'apporter des actions qui seront automatiquement adaptées. Et donc, le principe de base de réduire ce MTTR, le Mean Time to Resolve, qui est donc tout simplement comment s'assurer que le temps pour répondre ou pour résoudre l'événement d'un incident, il est réduit au plus proche de zéro. Il y a toute cette intelligence ici centralisée et également forcément la revue. Il y a demain un prompt qui nous permettra, via le LLM, de pouvoir directement demander pourquoi cette recommandation ou ce changement est effectué dans la configuration, de mieux comprendre et surtout de dire, je ne suis pas d'accord, je vois quelque chose qui devrait être adapté, la machine reverra la demande et effectuera tout simplement une nouvelle proposition sur la revue de politique. Je vous remercie pour votre attente. Et maintenant, je Les regarde en questions. parallèle, mais je regarde dans le chat. Walid, est-ce qu'il y a Effectivement, on a une question de Mehdi qui est très pertinente concernant les faux positifs. Qu'en est-il des faux positifs et comment y remédier? Un très, peu très bonne question. Alors, en effet, finalement, je crois que, en tout cas, je l'espère, on, on a pu répondre à cette question. Je vais revenir juste sur le slide. Cette gestion de faux positifs, on le voit avec l'intelligence artificielle. Il y a cette boucle qui va être effectuée. On a l'onboarding dans un premier temps. Et une fois cet onboarding effectué, on arrive dans un process infini. J'apprends, j'apprends de ce qui est bloqué, mais j'apprends également de ce qui n'est pas bloqué. On parle de faux positif, mais il faut forcément également conserver en tête le faux négatif. Faux positif, je bloque alors que c'était légitime. Faux négatif, j'ai pas bloqué une attaque. Mm. Donc ça veut dire que cette machine intelligente, bien que virtuelle, doit apprendre de ce qui est de ce qui passe, entre guillemets, au travers de l'environnement. Et c'est donc Exactement. grâce à cela qu'on peut s'assurer que les faux positifs, ils existeront toujours un petit peu, mais on essaie de De les les amener le limiter. plus proche possible Grâce à de... l'apprentissage automatique notamment, qui vont permettre d'apprendre en continu le comportement normal. Et par rapport aussi à Radware ou à Checkpoint, on a aussi des mécanismes de validation humaine qui permettent de vérifier manuellement ces anomalies avant de déclencher une alerte ou une action. Il faut aussi noter qu'on a aussi des analyses contextuelles et comportementales qui va permettre d'analyser l'activité du réseau et aussi le contexte des connexions pour permettre d'évaluer. Mais derrière tout ça, il va falloir filtrer les alertes non pertinentes et les signaler de manière légitime. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à l'excellente présentation de Thomas. Je vois une autre question à propos de l'IA, à savoir, vous dites que l'IA évolue vite. On en parlait avec les hackers qui utilisent et donc l'IA qui leur permet d'aller plus loin.
comment s'assurer que finalement elle ne nous dépasse pas? L'IA évoluant plus vite que l'humain, comment s'assurer qu'on peut l'utiliser et toujours être un cran en Mm. avance? Forcément, la réponse, il n'y a pas à ce niveau-là, malheureusement, de réponse unique. L'IA aura toujours, probablement aujourd'hui, un petit cran d'avance, à savoir qu'elle pourra essayer des nouveaux vecteurs ou des nouveaux tests qui n'avaient pas été anticipés. Point de vue humain. Maintenant, si on utilise l'IA pour y réagir, ça veut dire que l'IA, elle apprend via ce process infini, mais également via le retour des humains que l'on a qui sont impliqués, que ce soit chez Checkpoint ou Radware, qui sont impliqués à surveiller les activités des différents organismes malicieux. Ainsi, en étant infiltré, en surveillant ce qui ne se passe, en ayant des honeypots, puisqu'on a évidemment des pots de miel, le terme français, je ne l'aime jamais trop, bien que le miel soit bon. Oui. J'essaie de ne pas me transformer en ours encore. Donc, c'est plus, on va avoir des points un petit peu partout sur Internet, avec des cibles vulnérables amenant les hackers à essayer de pénétrer ces systèmes. Ainsi, on peut s'assurer de voir ce qu'ils effectuent, de voir qui ils sont et surtout de connaître leurs activités et leurs intérêts. De par les réseaux sociaux, on sait les campagnes qu'ils vont mener et on voit également le type d'attaque qu'ils effectuent sur les différentes cibles que l'on a déployées. Ainsi, on peut réagir à ceci et donc nourrir cette intelligence artificielle de par nos découvertes. Là où avant, c'était un humain qui donnait l'information à un autre humain qui ensuite développait. Là, l'utilisation de l'IA nous permet de réagir de manière beaucoup plus rapide, certes pas encore en avance puisque la machine évoluant, on évolue avec, mais d'y réagir et de connaître le moyen de protection le plus tôt possible. Mm. Je sais pas si on a d'autres questions.